Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette table ronde lors du Big Media BPI. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux connectés. Cette table ronde qui aborde un sujet devenu central dans le paysage sportif français, celui du modèle économique du sport à l'heure où la concurrence mondiale redéfinit les règles du jeu. Vous le savez, le sport français professionnel est à un tournant face à la montée en puissance des ligues étrangères comme la Première Ligue, la NBA, la NWSL ou encore la WNBA avec les femmes qui attirent les meilleurs talents, génèrent bien évidemment des revenus colossaux et captent une audience mondiale. La question est donc la suivante: comment rester compétitif sans trahir notre identité? Notre identité, on la connaît. Le sport en France est une tradition de formation, de proximité territoriale et de valeurs sociales et éducatives. Pour m'accompagner et pour en débattre aujourd'hui à mes côtés, je suis ravie d'accueillir Sophie Sauvage. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, tu es fondatrice de Sport Power Her, pionnière de l'entrepreneuriat au service du sport féminin. Absolument. Merci beaucoup d'être avec nous. En face de toi, nous avons Grégoire Axelrod, agent FIFA, qui apportera donc son regard sur le terrain, les enjeux de compétitivité et de carrière des joueurs. Merci d'être là. Merci Sandy, à toi. Merci. Et à tes côtés, on a Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, toi tu es économiste, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. C'est ça. Bienvenue en tout cas à tous les trois. Merci beaucoup, ça va être extrêmement inspirant. Merci de vous connecter. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec un premier tour de table. J'ai envie de connaître à vos yeux quels sont justement aujourd'hui les principaux freins de la compétitivité économique du sport français. On va commencer avec toi Sophie. Alors on va essayer de calibrer le sujet. Si on parle de sport français, il ne faut quand même pas oublier qu'en matière de grands événements, je crois qu'on a fait nos preuves. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont dû faire taire les derniers sceptiques. Donc je voudrais quand même rappeler qu'on a cette compétence-là et qu'on est au niveau mondial pour le coup. Si on parle du sport au quotidien, qui est plus les ligues professionnelles, les clubs, les fédérations, je pense qu'on peut identifier 3 freins principaux. Le premier, c'est à mon avis le manque de stratégie économique à moyen et long terme. On est plus dans des logiques de budget annuel et en fait le sport il se construit sur la durée et la stratégie économique elle est au service de la stratégie sportive. Donc là c'est un changement de posture qu'il faudrait probablement. Un tournant à prendre justement, voilà, avoir une vision plus à long terme. Le deuxième frein ? Le deuxième frein, c'est probablement le cadre institutionnel lui-même. Il y a des réflexions en cours et moi je pense qu'il est un peu rigide et pas forcément favorable à l'investissement là aussi, ceci impliquant cela. Et le troisième frein, c'est la perception qu'on a en France du sport professionnel qui peut aussi être largement dégradée par des situations comme les violences dans les stades, qui se répètent et qui vraiment ternissent l'image du sport qui pourtant est un vecteur de cohésion sociale essentiel. Et les clubs et les organisations et les fédérations font énormément de choses un peu partout sur le territoire. Et ça, c'est pas suffisamment mis en valeur. Donc il faut que le sport assume son impact social et le mettre beaucoup plus en valeur. D'accord, et faire attention à son image et l'impact qu'il a à l'international. Et puis côté sport féminin, pour faire un petit focus là-dessus, je dirais qu'un frein majeur pour moi, c'est le développement du sport féminin est en fait très subordonné au sport masculin. Bien sûr. Il y a une dépendance claire et c'est en particulier le cas sur la gouvernance dans le sport professionnel. Donc ça, c'est un sujet aussi On reviendra essentiel. un petit peu plus tard sur la gouvernance. Merci beaucoup Sophie. Grégoire, on vient d'entendre Sophie sur ces 3 freins qu'elle a identifiés et elle a mis en parallèle le sport féminin. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision ? Alors moi, je suis complètement d'accord avec Sophie. Bravo Sophie déjà pour le bilan. Dans le football professionnel, on peut dire que travailler en France, c'est un frein. Premièrement, au niveau de la taxation qui est extrême et qui pose problème parce que quand on amène des joueurs, les clubs français sont obligés de payer beaucoup plus pour qu'ils viennent jouer en France qu'en Angleterre, en Espagne ou en Grèce, imaginons, ou en Turquie. Et deuxièmement, il y a des lois stupides qui font qu'un agent FIFA qui habite à Andorre comme moi n'a pas le droit de travailler en France. Donc même si j'ai Cristiano Ronaldo, je ne peux pas le proposer à des clubs français. Je suis obligé de faire un partenariat avec un agent FFF que je ne connais pas, qui va prendre la commission. Donc on est quand même le seul pays au monde à avoir cette réglementation, même en Afrique. Ils ont accepté de laisser tous les agents FIFA travailler, mais non, nous en France, on est à l'ancienne
Et malheureusement, c'est le football français qui en pâtit, comme avec les droits télé, qui sont on a 0 € de droits télé. En Belgique, qui est quand même un petit championnat, on ne peut pas comparer la Belgique à la France, ils ont 200 millions d'euros par an, et nous on est tellement nuls qu'on a 0. Oui, exactement. On est très très loin derrière. Merci beaucoup, Grégoire. Pierre, est-ce que tu partages ces visions? Je sens qu'il va réagir, mais là, il va réagir. Je ne sais pas si c'est un débat ou des discussions comme ça. Non, c'est une discussion. Non, mais à la fois, il y a le point de la fiscalité. Il y a aussi juste. Alors, on n'a pas 0 € de droits TV. Attention à pas non plus caricaturer. On est à 400 millions d'euros et DAZN est allé au bout du contrat 2024-2025. Ils vont toucher les 400 millions d'euros avec Beansport et DAZN en brut, parce qu'il faut ensuite réduire avec tout le prélèvement. Syndicats, FAFA, Buffet et CVC. Donc on est quand même au-dessus du championnat belge. Il ne faut pas non plus caricaturer. Après, même au niveau de la taxation, je vous rassure, ce n'est pas un débat. Je vais commencer je vais pas réagir sur tout ce qui a été dit en plateau. Non, on a envie d'avoir ta vision, savoir si c'est des freins culturels, sociaux, politiques. Toi, à ton avis, à ton niveau. C'est un tout et quasiment tout a été dit en plateau. Effectivement, là, on pourrait parler de la taxation et on pourrait la nuancer en disant que ça a permis d'aider les clubs en période de crise, notamment au moment du Covid. On est le seul championnat qui a été arrêté avec le championnat belge, mais les clubs n'ont pas fait faillite parce qu'ils ont été subventionnés et aidés grâce à la fiscalité. Donc il y a aussi le plus et le moins. C'est aussi un système politique. Effectivement, on pourrait considérer qu'il y a trop de freins avec la mainmise de la fédération sur les ligues professionnelles qui pourraient être autonomes et on pourrait leur accorder plus d'autonomie pour améliorer le développement. Sur la question aussi du court terme et long terme, c'est un vrai problème et ce débat doit avoir lieu sur la question. Tu parlais du modèle français, ou en tout cas il faut conserver nos valeurs et ce qu'est le modèle français. Quand on a le raisonnement de long terme basé sur le sportif, on ne va pas se préoccuper du court terme. Il ne va pas être inquiétant, si je peux dire. Le problème de la France, et je dirais de tous les pays européens, c'est qu'on a un système avec des relégations. C'est que les clubs de foot ou de rugby ou de basket professionnels doivent construire des budgets prévisionnels sur une saison en cours en anticipant leur classement sportif et en évitant une probable relégation ou en espérant une qualification européenne. Donc ils vont, avant même de savoir s'ils vont réussir ou non, ils vont dépenser de l'argent, acheter des joueurs, payer des salaires pour viser une qualification européenne, pour éviter une relégation, donc peut-être dépenser plus d'argent qu'ils n'ont réellement. Donc ce qu'on appelle en économie une comptabilité lâche, c'est qu'on prévoit des choses avec l'espérance de réussir sans pour autant le démontrer. Et donc oui, à terme, quand on a ce raisonnement de court terme, on provoque des déséquilibres, des dettes, des déficits et des problématiques majeures de plus long terme. Les Américains, ils ont pris le système inverse. Les Américains, c'est pour ça que c'est très culturel à ce niveau-là, et vous parlez de court terme et de long terme, les Américains, c'est des ligues fermées. Donc comme elles sont fermées, il n'y a pas de relégation, donc ils ne vont pas devoir anticiper ou construire des budgets prévisionnels pour espérer des qualifications ou éviter une relégation, il n'y en aura pas. Ils seront, quoi qu'il arrive, sûrs d'être maintenus. D'accord, c'est plus facile d'être rentable aussi, finalement. Parce que justement, leurs investissements sont rentabilisés. Ils peuvent dire, tiens, je vais faire un investissement sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, je resterai, quoi qu'il arrive, dans cette première, entre guillemets, division. Et c'est pour ça on dit souvent le modèle américain. C'est vrai que le modèle américain, il génère des milliards de chiffres d'affaires. Et on aurait envie d'espérer, nous, en France, de pouvoir, quand on voit le championnat universitaire, il est à 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On espère, nous, en France, pouvoir avoir des chiffres équivalents. Mais leur modèle, structurellement, il est totalement différent. Et il met à mal la philosophie française ou européenne. Alors j'aimerais revenir, merci beaucoup Pierre, sur cette philosophie française. Grégoire, toi tu es au contact des clubs et des talents. Qu'est-ce qu'on doit garder coûte que coûte, nous, dans notre manière de faire, de voir et le modèle économique à ton avis? Qu'est-ce qu'on doit garder? Alors en France, on a une chance incroyable, c'est qu'on a énormément de sportifs. On a 2 millions de licenciés dans le football, ce qui est énorme. Mais si on compare avec le Portugal, je vais changer avec la Belgique, ils ont beaucoup moins de licenciés, il me semble qu'ils en ont 300 000, et il y a quasiment autant de joueurs talentueux qui sortent. Donc je crois que nous, on a fait des choses extraordinaires comme Clairefontaine, mais on ne se renouvelle pas. On fait une fois de temps en temps quelque chose qui sort de l'ordinaire, et après on attend. Et on attend, la chute, et après on va essayer de reconstruire. Donc on a la passion, on a beaucoup de jeunes qui aiment le football. Le football féminin, pour moi, c'est très décevant ce qui se passe, dans le sens où il y a beaucoup de clubs masculins qui ont des problèmes financiers, donc ils n'investissent plus. Donc vraiment, je pense que doit prendre exemple sur l'Angleterre. Il n'y a plus d'argent quand il s'agit du foot féminin. On doit prendre exemple sur l'Angleterre. Quand eux, ils bougent, ils mettent tout à fond. On était les leaders du football féminin il y a quelques années. Maintenant, je pense qu'on est en 3e ou 4e position en Europe. Derrière l'Angleterre, ça c'est sûr. Les États-Unis, l'Allemagne et même peut-être l'Italie qui est en train
Ouais, l'Espagne, il n'y a pas l'Espagne. beaucoup d'argent en Espagne, quand même. Mais bon. D'accord. Sophie, j'ai envie qu'on revienne sur le sport féminin. Est-ce qu'il y a une autre logique dans le sport féminin, à ton avis? En tout cas, il faut qu'il y en ait une autre parce que le point de départ n'est pas du tout le même que pour le sport masculin. On a une sous-médiatisation qui a deux effets. D'abord, une sous-médiatisation et ensuite une quasi-absence de droits télé. Ouais. On serait super content d'avoir les montants de la Ligue 1, mais on est très 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 loin d'avoir du travail à faire. D'avoir des revenus de cette nature. Ensuite, on a une très faible proportion de sportifs de haut niveau qui vivent complètement de leur sport. C'est ça. Il y a assez peu de sports où on peut en vivre pleinement. Une très faible proportion, en fait. La troisième chose, c'est que le sport féminin est aujourd'hui très largement subventionné et que ce n'est pas un modèle pérenne. On le voit bien aujourd'hui avec les restrictions budgétaires, ce n'est pas un modèle qui peut fonctionner. Et donc, il faut trouver autre chose, en fait. Il faut inventer un nouveau chemin. Ce que le sport féminin a d'intéressant, c'est qu'il est en croissance. C'est un marché qui attire de plus en plus de public et assez naturellement, même sans investissement. Alors, quand il y a de l'investissement, comme aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un booster immédiat. Mais la tendance, elle est celle-là, c'est-à-dire de plus en plus d'intérêt du grand public. Donc, moi, je pense qu'il y a des axes à travailler. Et qui implique certes les organisations, mais aussi les championnes. Parce que les fans de sport féminin, ils sont très attachés aux championnes, plus qu'aux clubs. Plutôt sur les individus que sur le club, ouais. Absolument. Donc c'est des choses à imaginer, beaucoup plus de storytelling, de formats croisés, et puis surtout travailler beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que sont les sportives et leurs fans. Absolument. Merci Sophie. Grégoire, tu voulais réagir? Par rapport au football féminin, j'ai quelques exemples concrets à donner. Le club de Nantes, qui est en première division, les filles s'entraînent sur un synthétique le soir. On parle des filles professionnelles, hein. Donc elles s'entraînent même après les U15. Donc elles sont dernière roue du carrosse, pardon. Tu vas nous énerver Sophie là. Oui, malheureusement c'est vrai. Savoir, et je dis la réalité, j'ai plusieurs joueuses françaises en France, elles m'ont toutes dit on veut quitter le championnat français, toutes. Et celles qui sont en Suisse, qui ont eu des offres de clubs français, elles m'ont dit on ne veut pas retourner. Donc, c'est pas simplement que l'argent, c'est même l'image et la manière dont on travaille de ne pas pouvoir donner un terrain, une pelouse. C'est vrai. Dans un club comme Nantes, on est dans ces... Il faut mieux le prendre avec la rigolade. Mais c'est vrai que c'est triste pour les joueuses. J'aimerais maintenant qu'on passe sur, on en a parlé un petit peu avec toi Pierre, sur la rentabilité, sur le revenu, ce que tout ça génère, l'attractivité aussi. Grégoire, pourquoi est-ce que les clubs français sont-ils à la traîne justement sur le plan des revenus? C'est une question de stratégie, d'image, de gouvernance peut-être? On en parlait tout à l'heure avec Sophie. Moi je vais comparer le football français et le football américain. La joueuse la plus payée, c'était Alex Morgan, une attaquante américaine qui joue aux États-Unis. Elle avait 7 millions d'euros de revenus par an, 500 000 par an de salaire par son club et 6,5 millions de sponsoring. D'accord. Nous, en France, on a des joueuses qui ont ces 500 000 euros par an. Mais en sponsoring, on est à zéro, on est aux 100 000 au plus haut. Il y a un vrai problème d'attractivité de ces joueuses et pour les marques. Et aussi les entreprises, il faudrait faire énormément de travail, et j'ai toujours essayé de le faire, mais ça ne marche pas forcément, pour les responsabiliser, leur dire que investir sur des joueurs ou des clubs, c'est un bon investissement. Parce qu'eux, ils veulent les résultats tout de suite. Mais c'est vrai que le sponsoring, ça donne des valeurs importantes pour la marque qui sponsorise. Et malheureusement, on est à la traîne parce que les entreprises en France, elles sont peut-être tellement taxées qu'elles n'ont plus assez d'argent pour investir en communication. Même les groupes comme Orange, ils n'ont plus que l'équipe de France de football. Hein. Ouais. On parle d'Orange quand même. Donc, il n'y a peut-être pas assez de revenus et de bénéfices sur les entreprises françaises pour pouvoir investir dans la communication. D'accord. Je vois Pierre qui sourit, j'ai envie de l'entendre, Pierre. Je ne sais pas, enfin, il va encore avoir un débat, mais la taxation a bon dos à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment un choix culturel qui est fait. C'est culturel, c'est les élites. Alors peut-être qu'ici des gens vont pouvoir témoigner ou confirmer la chose, mais moi le sentiment que j'ai à ce niveau-là, et pour la France, et je parle vraiment de la France, on a beaucoup eu ce débat pendant les Jeux Olympiques sur est-ce que c'est national
nation sportive? Est-ce que la France est une terre de sport? Moi, le sentiment que j'en ai de la France, c'est que oui, on est une terre de sport, on accueille des événements sportifs, on forme des champions, on est très bon aux Jeux Olympiques, on est champion du monde, enfin on est vice-champion du monde de football, on est champion d'Europe avec le PSG, mais pour autant, on n'est pas une nation sportive parce que le sport n'est pas mis à sa juste valeur, en tout cas n'est pas au rang qu'il mériterait d'avoir. Ça a été évoqué par le président de la République qui voulait instaurer les fameuses heures de sport, non, et ça a ressauté après les Jeux quand même. Si vous voulez, il fait ce qu'il veut, le président de la République. Moi, je répète simplement qu'aujourd'hui, le budget du ministère des Sports... Non, mais c'est ça qui nous manque, c'est qu'on n'est pas une nation de sport, c'est ce que tu disais, Il y a la Pierre. communication, et en termes de faits, factuellement, le sport reste méprisé. Ouais. Je veux dire, moi je parle à mon échelle en tant qu'économiste du sport. L'économie du sport, c'est une sous-science. C'est relégué dans des petits couloirs de campus universitaires qu'on ne va pas respecter. À tous les niveaux, faire du sport, pratiquer un sport, sera toujours moins valorisé qu'aller au théâtre ou au cinéma. On va toujours considérer le sport comme une espèce de loisir futile, alors que les pratiques culturelles, les activités culturelles seront toujours mises en avant. Le budget, je le répète, le budget du ministère des Sports, ce n'est que 0,8% du PIB. Alors qu'on on peut avoir la culture qui génère le même chiffre d'affaires, les mêmes retombées économiques, le même nombre d'emplois, qui est à 2,5% du PIB. Donc il y a aussi cette espèce de culture, et c'est pas encore une fois, c'est pas la taxe qui fait qu'Orange ne va pas sponsoriser une joueuse ou un joueur de l'équipe de France. C'est que culturellement, les élites gouvernantes, le président d'Orange va préférer faire du mécénat pour la rénovation du musée du Louvre et va pas vouloir sponsoriser une joueuse ou un joueur de l'équipe de France. Justement, une de mes questions, c'était c'est quoi la place des subventions aujourd'hui? Est-ce que les clubs peuvent justement s'appuyer sur ces subventions, ou elles sont de plus en plus faibles chaque année? Alors ça va dépendre des modèles, de quel club, de quelle discipline on parle, évidemment. C'est sûr que si on parle du football, on sera très loin d'aide et de subventions, même si à des échelons inférieurs, semi-professionnels ou semi-amateurs, N1, N2, N3, on va avoir des subventions assez importantes. Et ici, ça va être histoire de communication, hein, on va dire une espèce de soft power à échelon local, où une ville va subventionner un club pour espérer pouvoir en tirer parti de sa notoriété. J'ai en tête par exemple Saint-Malo qui va payer pour pouvoir accueillir une étape du Tour de France. C'est aussi un but de visibilité, un but de réputation. C'est on va venir payer, une ville va payer une activité sportive. Donc ça va vraiment dépendre des disciplines. Je ne pourrais pas te sortir le chiffre précis du taux des subventions, puisque ça va dépendre des villes, ça va dépendre des décisions des collectivités, ça va dépendre des disciplines, des sports. C'est vrai que les disciplines plus faibles financièrement vont espérer une aide de l'État ou une aide des collectivités pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais ces clubs, ou en tout cas ces disciplines, ne seront pas professionnels. Il faut bien comprendre que dès lors que vous passez professionnel, et si on parle de modèle sportif professionnel, l'État n'a plus droit de regard. On est dans le monde pro, donc à partir de là, les subventions n'ont plus lieu d'être. Ouais, c'est vraiment la frontière entre... On est en train de parler des clubs amateurs et des clubs sportifs. Là, effectivement, on parle du modèle économique professionnel, des clubs professionnels. Sophie? Si on parle côté féminin, les subventions sont aujourd'hui essentielles dans le budget de la plupart des clubs de première division, en volley, hand, basket, peut-être un peu moins en foot quand c'est lié à mais aussi en foot quand même. Donc on est sur des échelles importantes en fait. D'accord, donc il y a toujours cette part de subvention qui leur permet de vivre. Aujourd'hui, c'est nécessaire. D'accord, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il faut changer le modèle. Et justement, est-ce qu'on pourrait réfléchir avec toi, Sophie, à d'autres sources de revenus, de valorisation possible du sport féminin ou même du sport masculin? Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher où ces sous? Parce que les entreprises, apparemment, elles ne donnent plus. Écoute, comme tu le sais, moi, mon expérience, elle vient des États-Unis, puisque j'ai piloté pendant 4 ans un club aux États-Unis, qui est le club acheté par l'Olympique Lyonnais. Et donc, j'ai entre fin 2019 et 2024, on a mené ce projet. On a développé le club, on était à Seattle, on avait une championne comme Megan Rapinoe comme tête de proue. On a mis plusieurs fois 35 000 spectateurs dans le stade. On a passé notre moyenne de 5 000 à 13 000. D'accord, et c'est quoi ce projet? Dis-nous. Non, mais c'était le projet, c'est le projet que je mène aujourd'hui. Il s'inspire de celui-ci. Mais concrètement, comment est-ce que tu as fait pour avoir de nouvelles sources de revenus? Aux États-Unis? Mais en fait, il y a un mouvement qui s'est mis en place avec d'abord des investisseurs. Et ça, c'est favorisé par le modèle de ligue fermée dont parlait Pierre tout à l'heure. C'est certain que le modèle de ligue fermée est un cadre sécurisé pour les investisseurs. D'accord.
Et le déclencheur du mouvement du football féminin aux États-Unis, c'est la Coupe du Monde 2019 en France. Et ça, c'est très clair pour énormément d'investisseurs. Quand Nathalie Portman et ses amis créent le club d'Angel City à Los Angeles, Angel City, ouais. Elle a été inspirée par ce qu'elle a vu en France. Et les autres aussi. Et ce qu'ils ont vu en France, c'est 30 000 Américains à Lyon, criant USA et criant Equal Pay. Ouais. Les deux choses, Très pendant bien. la finale remportée par les Américaines. Et puis il y avait 25 000 personnes en plus qui étaient là et qui ont assisté à ce triomphe américain. Ça a lancé une dynamique. Les médias ont commencé à y croire. Les sponsors ont pris leurs responsabilités en disant « Nous, on va mettre autant d'argent en valeur sur sport féminin que sur sport masculin. » Et il y a une entreprise en particulier qui est une banque qui s'appelle Ally, qui est allée voir les médias et qui a dit « Moi, je veux payer les spots aussi chers. Et donc, je veux que vous mettiez du sport féminin en premium, en prime time. » Et c'est comme ça qu'on a réussi à, petit à petit, faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Donc, le sujet, c'est comment on se met tous autour de la table pour parler d'argent et pour créer une dynamique. Voilà. Merci Sophie. Est-ce que ce projet qu'elle a mis en place aux États-Unis, est-ce qu'on peut le dupliquer, nous, à notre modèle français? Pierre, Grégoire? Les Américains, ils ont le sens du business très aiguisé. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Quand ils regardent des vidéos sur leur téléphone, c'est des vidéos de trading. Et nous, on regarde des vidéos de panda ou d'un crochet au foot. Donc ça n'a rien à voir. Et hier, c'était très intéressant. J'étais à une réunion avec quelques gros agents. Et on parlait d'un joueur. Et il y a un agent qui a sorti « Ah, je me rappelle de ce joueur parce qu'il a fait des pas de danse après son but. » Donc en fait, nous... Après, c'est en France, hein, mais au lieu de parler football, au lieu de parler de comment développer le joueur, il va me parler du pas de danse du joueur. Et c'est vrai qu'il nous faudrait plus d'instinct business pour tout le monde, en France, peut-être moi aussi y compris, pour pouvoir nous développer. Et je vois les discussions quand je parle avec un club anglais et un club français, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. Nous, on est dans le copinage. Et peut-être qu'il faudrait professionnaliser et à la Fédé, et à la Ligue, et dans les clubs. Et là, on verra un changement. Et avoir cette vision business. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. D'accord. J'ai envie de te faire réagir, Pierre, à ce que tu viens d'entendre. Alors, la vision business ou la vision sport, oui. Non, mais c'est sûr que, encore une fois, moi c'est mon credo, si je puis dire. La culture française, alors est-ce que c'est un frein ou c'est... le vecteur de notre développement, mais en tout cas c'est sûr que la culture française joue beaucoup, effectivement, sur le côté business, pro-business ou anti-business, sur le côté rapport vis-à-vis du sport féminin et ce qu'on va accepter ou non de regarder du sport féminin à la télévision. On peut avoir ce débat-là et on en parlait tout à l'heure politiquement. Politiquement, il n'est pas normal que la finale du championnat de France féminin ne fasse pas partie des grandes compétitions sportives d'importance majeure et être diffusée en clair. Et on l'a eu sur Canal+. C'est pas normal qu'une finale de championnat de France ne soit pas diffusée en clair. Donc il y a aussi c'est parce que la loi qui prévoit les événements... Elle n'a pas changé. Non, la loi a changé. Par contre, le format du championnat a changé après. Oui, donc c'est pas mis à jour. Donc c'est pas mis à jour. À mon avis, c'est juste une question de mise à jour là-dessus. Juste une question de mise à jour. C'est un décret. Donc un décret, c'est une signature. Oui, voilà, ça pourrait être fait extrêmement rapidement. Il aurait juste simplement, on aurait pu dire voilà, c'est une finale de championnat. Ça va sûrement être fait pour l'année prochaine. Je le souhaite, mais c'est juste voilà et même rappelez-vous pendant le Roland Garros, ce débat qu'il y a pu avoir sur les night sessions sans joueuses féminines, sans joueuses tout simplement, et même ce débat qu'on avait eu sur un plateau de France Télévisions en disant il n'y a pas de star féminine, donc on les met pas en avant. Oui, mais si vous les mettez pas en avant, il y aura pas de star féminine. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, c'est un cercle vicieux. Si on les met pas en avant, donc elles sont pas connues. Comme elles sont pas connues, on les met pas en avant et résultat, il n'y a pas de star qui émerge. Passer sur le cercle vertueux. Oui, donc moi je pense qu'il faut être vraiment, alors mis de côté le côté business, le côté entertainment, il faut, si on veut aller pour aller dans le sens de ta question sur le développement économique du sport féminin et de trouver un nouveau modèle et de nouvelles sources de revenus dans le sport féminin, il faut starifier les athlètes. Il faut les starifier. C'est s'attacher à l'individu plutôt qu'au club. J'en parlais par exemple avec Pierre Ferracci, le président du Paris FC, et il était d'accord avec moi sur ce sujet. Moi, si j'étais TF1 ou M6, ou en tout cas ou France 2, et si j'avais les droits des matchs de l'équipe de France,
je demanderais à ce que, ou je négocierais en amont à ce que les joueuses ou des joueuses de l'équipe de France soient intégrées aux émissions de leur chaîne. Je voudrais voir des joueuses de l'équipe de France dans Masked Singer. Je voudrais voir des joueuses de l'équipe de France dans Fort Boyard. Ouais, après, Pierre, tu sais que c'est très difficile de trouver dans leur emploi du temps un petit peu de temps pour aller faire la concon à la télé. Quoi. Tu sais ça. On me répète que les joueuses du FC Nantes ont droit au terrain d'entraînement synthétique à 19 h. Donc, on peut dégager du temps pour mettre en place, starifier et faire émerger des stars du sport féminin. Grégoire. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, mais la réalité, c'est que je connais des joueuses de l'équipe de France, dont une qui est une star. Ça fait 6 ans que l'équipe lui demande de venir faire une interview et qu'elle n'est jamais venue. Donc, il ne faut pas toujours dire que c'est la faute des autres. Est-ce que les joueuses, elles ont le bon comportement? Sophie, t'en sais quelque chose, même si à Lyon, vous êtes protégés. À Paris, avec tout ce qui s'est passé, les plaintes contre l'entraîneur, les règlements de compte dans la rue, des joueuses qui étaient en équipe de France d'ailleurs. J'ai un avis très clair, savoir que je pense que les championnes ont un rôle essentiel à jouer et je pense qu'elles ont besoin d'un cadre pour pouvoir s'exprimer et que c'est pas toujours facile. On l'a vu avec les joueuses de l'équipe de France qui ont été sanctionnées parfois quand elles ont pris la parole, donc ça n'aide pas quand même à prendre la parole sur des sujets importants. Donc c'est essentiel pour moi de créer un safe space dans lequel elles puissent s'exprimer et dire ce qu'elles ont à dire. Après, on en fait des montagnes quand il se passe des choses chez les filles. J'ai écouté une émission il n'y a pas très longtemps où on disait que si elles veulent la même chose que les garçons, il faudrait quand même qu'elles se comportent bien. Ce qui est quand même... on est proche de l'hallucination quand on entend ça, parce qu'il y a des mecs qui se comportent très mal et qui touchent beaucoup d'argent. Donc moi, je ne veux pas entendre ce genre de choses. Mais je pense que les championnes ont un rôle à jouer. Oui. Je pense qu'il faut les accompagner avec beaucoup de média training, avec de la formation. Et petit à petit, ça va marcher. Et Sandy pourrait très bien faire ça. Sandy pourrait très bien faire du média training. Allez, je vais être la leader de toutes ces femmes et on va faire du coaching, du média training. Et on va mettre un cadre, comme tu disais, un cadre, c'est important. Et elles pourront répondre aux interviews de l'équipe. Grégoire, tu voulais réagir? Oui. Donc Sandy, tu ferais une excellente coach de média training. Maintenant, moi, j'ai fait un transfert à Everton en janvier d'une joueuse qui s'appelle Kelly Gago. Et j'ai beaucoup parlé avec Manchester City, Everton, etc. Et je peux vous dire que les clubs anglais voient les joueuses françaises d'une manière catastrophique. Je parle de la mentalité, pas du football. C'est des très bonnes joueuses. Mais on a eu tellement de problèmes dans le football français, ce qui est vrai d'ailleurs, moi j'avais jamais vu ça ni en Espagne ni en Italie, que maintenant, avant de recruter les Françaises, on a un dîner, l'agent, la joueuse, président, entraîneur, directeur sportif, et ils testent, ils voient la mentalité de l'agent et la mentalité de la joueuse. Ce qui est du jamais vu, parce que chez les hommes, j'ai jamais vu ça. Donc, même si on a des qualités en France, la mentalité des joueuses pose problème. Et regarde combien il y a de joueuses qui jouent en Angleterre. Bon, il y a Sandy Baltimore à Chelsea et Kelly Gago à Everton, mais il n'y en a pas plus que ça. Et le plus gros transfert de tous les temps des joueuses françaises, c'est 100 000 €. Donc nous, on pense qu'on est les champions du monde, etc. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais fait des très gros transferts à l'étranger parce que les clubs étrangers ont des doutes sur l'adaptabilité des joueuses françaises. Je vais recentrer le débat puisque là, on part sur l'aide d'individus. Donc on va revenir sur le modèle économique. Toi qui es justement au contact de ces talents, qu'est-ce qui manque au club français pour qu'un joueur ou une joueuse de talent accepte de venir dans un club français ? Alors, il manque quoi pour le convaincre ? On parle des joueurs masculins et féminins. Alors, il y a des clubs qui attirent. Monaco, ça a toujours été un club qui a attiré la majorité des joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'impôt pour les non-français, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on a... Pourquoi est-ce que Monaco attire? Pourquoi est-ce qu'il y a une qualité de vie incroyable? Il n'y a pas d'impôt pour les non-français. Au-delà de la fiscalité. Moi, j'ai envie de savoir. Non, l'image. En fait, la réalité, c'est l'image. Je connais des joueurs qui vont peut-être refuser Marseille parce qu'il y a eu trop de cambriolage de joueurs, etc. D'accord. Donc, c'est sûr que quand tu vas en Espagne, à Valence, à Madrid, c'est plus facile d'attirer un joueur qu'en France où. En fait, il faut dire qu'on est le 5e championnat en Europe. On n'est pas numéro 1, on est très loin de l'Angleterre, très loin de l'Allemagne. Alors oui, il y a le PSG, mais il y a combien de Français qui jouent au PSG? Et il y a combien de Français de l'équipe de France qui jouent en France? Oui. Il y en a pas? Non. Réellement, il y en a combien? Pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à garder les talents, parce que déjà, il y a une force de frappe financière, même de l'Arabie Saoudite, qui peut signer n'importe quel joueur en France. Et nous, c'est pas le même cas. Je ne sais pas comment...
Tu sais pas comment les faire convaincre évoluer. quand je t'écoute finalement. Non, c'est dur. Pour moi, je travaille pas beaucoup. Déjà, j'ai pas le droit de travailler sur le marché français alors que je suis agent FIFA. Donc, il y a tout qui est fait Oui. pour bloquer D'accord. les transferts D'accord. en France. Très bien. Pierre? Non, mais encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le cercle J'ai l'impression, vicieux. hein. C'est que on part d'une approche culturelle très franco-centrée où on a le sentiment d'être une très grande nation, voire la plus D'être les grande meilleurs. nation du monde, d'être les On l'a meilleurs, dit tout à les l'heure. champions du monde, la meilleure formation au monde. Donc on a envie de se comparer à l'Angleterre et à l'Espagne. Là vraiment, je parle foot masculin. D'accord, très bien. Donc, on a le sentiment que la Ligue 1 vaut 1 milliard. Donc, on négocie des tarifications des droits TV à 1 milliard, chose qui est impossible. On échoue forcément. On tombe à 500 millions. On a le sentiment que c'est un produit premium qui va attirer du monde, où selon la LFP, source LFP, hein, il y aurait 21 millions de personnes qui seraient intéressées par la Ligue 1 française. Si c'est juste à base de voir les titres sur l'équipe TV, je suis d'accord, on est 21 millions. On est 21 millions. Mais au final, DAZN, c'est 500 000 abonnés. Et DAZN pense qu'avec les conseils de la LFP, pouvoir vendre un produit à 39 € par mois, parce que soi-disant produit premium, je veux dire, culturellement, on a aussi cette capacité à se prendre plus beau qu'on ne l'est réellement. Et donc, de fait... Si on redescendait un petit peu. Il faudrait redescendre et je pense que si on veut vraiment commencer à développer et améliorer le produit, il faut d'abord redescendre d'un cran, développer la formation, développer le local, stabiliser les budgets, réduire les salaires, parce qu'on n'a pas parlé, mais c'est quand même assez hallucinant de voir des clubs de Ligue 1 qui ont eu des budgets prévisionnels validés par la DNCG avec des masses salariales plus importantes que ce qu'ils gagnaient réellement. Quand on a Montpellier qui déclare en budget prévisionnel validé par la DNCG 54 millions d'euros de masse salariale, 52 millions d'euros de recettes. Aucune entreprise sur Terre arrive devant ses comptables en disant voilà, je vais te payer 54 millions, je vais générer 52 millions d'euros. Il y a un problème, monsieur. Il y a un problème. Ouais. Donc voilà, il faut se remettre en question, se remettre en cause, redescendre sur terre, dire on est le 5e championnat européen, donc on va jamais valoir 1 milliard, c'est faire une croix dessus. Aller à tout casser 300-400 millions d'euros, ce qui serait intéressant pour le consommateur qui n'aurait pas à payer 40 € par mois pour regarder la Ligue 1 française. On vaut 300-400 millions d'euros, donc on réduit les salaires, on réduit les dépenses, on se base sur la formation, sur la tactique, sur le travail. On laisse partir le PSG. C'est bon, le PSG, c'est plus la Ligue 1, c'est autre chose. Ils sont dans d'autres sphères maintenant. D'autres sphères. Ouais. Mais on travaille mieux. Et on n'est pas là en mode, tiens, je vais espérer avoir 500, 600, 700 millions d'euros. C'est fini, ça. J'aimerais parler des modèles économiques. Alors, au-delà des États-Unis, on a dit qu'ils étaient extrêmement différents, beaucoup plus orientés business, plus sur les individus. Un modèle européen qui pourrait nous inspirer, dont on pourrait s'inspirer, nous, en France. Grégoire. Moi, je peux donner l'exemple de l'Arabie Saoudite, parce que je travaille pour... C'est pas très je sais, européen. mais c'est un exemple de l'Arabie qui ne fait pas partie de l'Europe pour l'instant. Alors, au-delà des frontières européennes, alors, Non, ce qui est l'Arabie intéressant- Saoudite, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous? Comment ça se Les passe? Saoudiens, ils ont injecté de l'argent public, non pas pour le football, mais pour le tourisme. Ok. Donc il y avait une vraie stratégie derrière. Ils se sont dit, si on amène Ronaldo, Benzema, Firmino, on va faire communiquer en positif le pays et on va faire venir du monde au stade. Et ils avaient un objectif, je ne peux pas vous dire, c'était 15-20 millions de nouveaux touristes qui venaient grâce au football. Nous maintenant, en Europe, je prends l'exemple de l'Angleterre parce que c'est le pays que je connais le mieux, mais c'est vrai que quand tu arrives dans un club anglais en première ligue, tu rentres dans le club, de la personne à sécurité à la cuisinière, ils ont tous le t-shirt avec le badge du club. Ils sont passionnés. Nous, il nous manque ça. Les gens, ils viennent dans des clubs parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils sont anciens joueurs, parce qu'ils sont amis avec le président. Et c'est vrai que cette passion, quand tu rentres dans ces clubs-là, tu sens une énergie différente que je n'ai pas rencontrée à Nantes. Nantes, c'est pas le pire club, mais bon, par exemple, c'est juste avoir une culture de la gagne d'un club. Et c'est vrai que les gens qui travaillent pour ces clubs, ils donneraient leur vie pour ce club. Les fiertés et les couleurs du club. Voilà, donc. On pourrait donc s'inspirer donc des clubs anglais. Pierre? Alors moi, européen, donc moi j'ai en tête le modèle allemand. Mais qui est aussi dépendant de la culture allemande et la passion pour le football en Allemagne. Mais c'est vrai que le modèle allemand, il y a cette idée du 50+1 qui interdit à ce qu'un investisseur étranger ou un nouvel investisseur ait tout de suite, immédiatement, des parts majoritaires au sein du club. Il a l'obligation, s'il veut intégrer au sein des instances du club, de prendre des parts minoritaires, de rester à minima 5 ans,
de montrer qu'il est motivé pour se maintenir au sein du club, pour progressivement monter et passer à terme, au bout d'un certain laps de temps, passer majoritaire. Mais il y a déjà la demande qui est faite, et c'est vraiment dans les textes, hein, c'est structuré à l'Allemagne, il y a une demande de prouver, entre guillemets, sa motivation à travailler en bonne intelligence pour le club. C'est pas un Gérard Lopez à Bordeaux, ou c'est pas un fonds d'investissement américain qui va arriver en mode je viens pour rester 2-3 ans, ça marche pas, je m'en vais. C'est je viens, déjà à part minoritaire, et je prouve que je suis motivé, et je reste X années pour commencer à monter en hiérarchie. Et avoir cette vision à long terme Exactement. qui manque aujourd'hui, et on en a parlé en préambule, effectivement, qu'on ne voit que sur l'année à venir en fait. Totalement. Un club qui t'inspire, toi, Sophie, en Europe, un modèle économique étranger, européen, dont on pourrait s'inspirer? En termes de club ou même de ligue, il y a le modèle anglais, en tout cas dans le sport féminin, où ils ont franchi des étapes en construisant une vraie stratégie. Ils ont commencé à écrire leur stratégie en 2017, et c'est une stratégie qui lie la fédération, les clubs, même les clubs de première ligue, qui sont essentiellement ceux qui ont les équipes féminines, mis à part les London City Lionesses de Michel Kang qui montent en première ligue cette année. Mais le fait d'écrire une stratégie et de s'engager vis-à-vis du grand public, en l'écrivant et en donnant des KPIs, c'est vraiment important. Donc moi, je trouve que les Anglais ont très très bien travaillé. Ils ont associé l'équipe d'Angleterre, et en fait la victoire de l'équipe d'Angleterre en 2022 à Wembley, c'était tout sauf une surprise. C'était juste le résultat d'une trajectoire. Donc j'aime beaucoup le modèle anglais. Pour ça, quelque chose qui a été remarquablement bien fait par Arsenal, c'est la construction du business côté équipe féminine. Il faut savoir que quand Arsenal a décidé de faire jouer l'équipe féminine à l'Emirates, 75% des spectateurs n'étaient jamais venus à l'Emirates. Voilà. Donc ils ont construit une nouvelle base en fait. Et peut-être qu'ils ont pu venir parce que le prix du billet était bas et que c'était accessible. N'empêche qu'ils ont construit leur base et qu'on a vu ce que ça a donné avec le nombre de spectateurs qui étaient présents à Lisbonne et avec ceux qui étaient présents en Angleterre pour célébrer la victoire de l'équipe. Et ce qui est très important sur le côté business, c'est qu'ils ont monté des équipes dédiées. Donc ce n'est pas des équipes qui s'occupent des garçons et quand ils ont le temps de l'équipe féminine. Ce sont des équipes qui sont dédiées au business de l'équipe féminine. Et ça change tout. Bien sûr que ça change tout. Bien sûr. Quand on y pense du matin au soir, ça change tout. J'aimerais qu'on revienne, alors là, du coup, on n'a pas forcément parlé de cette partie-là, mais le show. Finalement, quand on vient dans une arena, quand on vient dans un stade, on est passionné, on est fan, mais on est également, je suis le +1, +2. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de développer un peu plus cette part de show tout en restant fidèle à nos racines? Pierre? C'est-à-dire, c'est au niveau de la production des rencontres en présentiel ou en présentiel. Moi, ce que je pense là-dessus, parce qu'on pourrait avoir ce débat sur ces nouveaux sports qui émergent, la Kings League, l'Irox, ou toutes ces nouvelles activités. Un peu spectaculaire, mise en scène. J'ai en tête aussi ce que j'avais vu sur la chaîne L'Équipe, le jeu du chat et la souris. Alors, c'est un nom américain. Je ne sais plus ce que c'est précisément, mais c'était littéralement du jeu du chat et la souris, mais en mode parcours. Et c'était très spectaculaire et c'était très télégénique. À la télévision, vous voyez très bien la chose. C'était vraiment le rendu était assez intéressant. Moi, le sentiment que j'ai par rapport à ces nouvelles disciplines, ces nouveaux sports, vis-à-vis des sports ancestraux, le foot, le tennis traditionnel, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une opposition. J'ai pas le sentiment qu'il y ait un apprentissage de l'un sur l'autre. J'ai plutôt le sentiment que ce sont des sports qui vont amener finalement un public et qui à terme vont se retourner vers le football, le rugby ou le tennis. La Kings League par exemple, c'est très connu, c'est très prisé, c'est très regardé, c'est un très grand succès parce que premier élément, c'est gratuit. C'est sur Twitch et donc forcément c'est une plateforme très jeune qui attire un public très jeune, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui n'ont pas de portefeuille, qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement à BeIN ou à Canal, donc qui vont sur Twitch, qui vont suivre leur Twitcher préféré et donc qui vont une espèce de starification liée aux personnes qu'ils aiment et auxquelles ils s'identifient. Et donc ça va être un succès. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'à terme ces personnes vont
devenant adulte, aller regarder des matchs de foot. On disait par exemple qu'il faudrait soutenir le spectacle footballistique en mettant par exemple des mi-temps de 40 minutes, en mettant 5, 6, 7, 8, 9, 10 remplaçants, en mettant des buts qui valent 2 points à l'extérieur de la surface de réparation, en mettant des buts... Je pense à Patrick Moratoglou avec l'UTS. Le tennis aussi, bien sûr. Il a complètement revu la copie et ça a amené de nouveaux fans qui regardent maintenant peut-être le tennis traditionnel. Exactement, mais tu l'as dit, voilà, on a fait un pas de côté avec un... Voilà, en fait, exactement. Je pense qu'il y a vraiment une complémentarité et non pas une opposition. Et j'ai pas le sentiment que le tennis ou le foot devrait s'inspirer de ces nouveaux sports. Ce sont d'autres disciplines. C'est comme la distinction entre le rugby à 15 et le rugby à 13. Ce sont 2 disciplines, 2 fédérations. Et l'un amène à l'autre des fans, des visiteurs, du public. Mais il n'y a pas d'opposition. Et je voudrais pas que le football s'inspire de la Kings League. En Kings League, par exemple, il y a un système très sport-spectacle, alors un terme que j'ai créé mais qui est extrêmement moche, de jeu vidéoisation. Inspiré du jeu vidéo, c'est très moche ce mot. Mais c'est de dire en gros... On va brainstormer, Pierre. Voilà, on va devoir trouver un nouveau mot pour ça. Mais ils vont appeler via des messages, via des numéros de téléphone, ils vont voter pour une équipe qui va obtenir un penalty, le penalty du capitaine. D'accord. Donc c'est comme si en plein match on va voter, comme à Koh-Lanta on va voter, comme à la Star Academy on va voter par SMS, et à la 90e minute, boum, il y a un penalty pour l'équipe qui a remporté le plus de votants. Il y a plus d'interactivité, quoi. C'est comme en Formule E, la Formule électrique, on peut voter pour octroyer 30 secondes de bonus au pilote qui a reçu le plus de textos. C'est... Grégoire. Par rapport aux événements, je vais parler encore du foot féminin. Je vais donner 2 exemples. Nantes, ils ont ouvert une fois leur stade de la Beaujoire pour Nantes-Paris Saint-Germain, pour les femmes. Il y avait 16 000 spectateurs. Il n'y avait aucune possibilité de se restaurer. Et pour rentrer au stade, ils avaient mis simplement 5 fils. Donc il y avait peut-être 40 minutes de queue pour rentrer au stade. Ça, c'est la française. Deuxièmement, Marseille, qui va jouer en première division féminine. Les filles vont jouer sur un synthétique catastrophique, horrible, avec une tribune qui n'est pas couverte. Je suis déjà allé une fois, il a plu, on est tous trempés. Et les journalistes, ils écrivent pendant le match avec leur ordinateur. S'il pleut, l'ordinateur, il prend la flotte. Donc, quand on va en Angleterre et qu'on voit la manière dont on fait les choses de manière correcte, je veux dire, si on va à l'Emirates, on peut se restaurer, on peut acheter des maillots. Liverpool, j'ai testé pareil. Et nous, en France, on va dire, regardez, on a ouvert le stade, mais on fait de manière très cheap. On le fait au minimum, quoi. Voilà, y avait pas à la Beaujoire, il n'y avait pas de salon. Pour les sponsors, il n'y avait rien. C'était vraiment le minimum du minimum. Donc c'est bien pour l'image parce qu'on dit regardez, on a fait du monde, mais nous on ne veut pas revenir en fait. Non, voilà, c'est ça. Donc il y a cette part de show, d'essayer de revoir donc ces nouveaux sports et peut-être voir comment ça peut glisser sur le traditionnel, mais aussi la fan expérience. Et là, la fan expérience aux États-Unis, ils sont extrêmement bons. Sophie, toi qui as été 4 ans aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer. Oui. Encore une fois, c'est une culture différente, c'est-à-dire que les gens viennent au stade pas forcément pour voir leur équipe gagner. Ils viennent passer un moment au stade. En famille, entre amis. Et ça, c'est vrai que c'est pas encore le cas, nous, en France. Non, c'est quand même assez différent. Ça peut être complètement le cas dans le sport féminin si on réussit à développer, à investir sur ces animations. Le sport féminin, il se développe sur un terrain qui est déjà très, très pris quand même. Donc Michel Kang le disait il n'y a pas longtemps, il y a l'art, il y a le sport masculin, il y a les spectacles, il y a le cinéma, il y a des dîners entre amis, il y a tout le reste. Et il faut faire sa place dans ce paysage encombré. Donc il faut travailler les animations et la fan expérience au maximum. Et c'est souvent difficile parce que les infrastructures qui sont utilisées par les équipes féminines ne le permettent pas forcément. Ouais. On a encore 3 minutes ensemble. J'aimerais peut-être faire on va commencer par un tour de table, on va finir par un tour de table. Si vous aviez qu'une seule mesure pour faire évoluer durablement le modèle économique français, une seule, si je vous en demande une et on peut la mettre en place dès demain, quelle serait-elle, Pierre ? Moi, ce serait alors c'est mon volet éco, mais c'est la surveillance comptable des clubs professionnels, la DNCG. C'est extrêmement complexe, c'est un sujet de niche. Tu en as parlé tout à l'heure de la DNCG. Qu'est-ce que c'est, juste peut-être qu'on peut le dire ? La DNCG, c'est l'instance de contrôle comptable des clubs professionnels français. Il y en a en foot, il y en a en rugby, il y en a en basket. Dès lors que vous avez un championnat professionnel, il y a une instance de surveillance comptable qui va vérifier la solvabilité des budgets. D'accord. Et cette instance... est trop stricte ? Non, ce que tu veux dire ? au contraire, elle est extrêmement lâche. Ah d'accord, très bien. C'est-à-dire elle n'a pas de budget dédié, donc ce sont des bénévoles qui sont à la tête de cette surveillance. Bénévoles nommés par la Ligue, elle-même élue par les clubs, donc vous voyez la connivence. Un peu le conflit d'intérêts, quoi. Exactement, qui ne travaillent que 2 jours dans l'année.
2 jours dans 2 l'année jours pour dans l'année. regarder Là, le compte de tous les clubs. actuellement, pour le mois de juin, vous avez des comptables nommés qui sont en train d'auditionner les clubs pour la saison prochaine. Okay. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, Pierre. Et malheureusement, j'ai pas le sentiment qu'on aille vers ça, en tout cas qu'on puisse accorder un budget dédié spécifique à la DNCG. D'accord. Je suis assez pessimiste là-dessus, mais c'est mon combat. Bon, écoute, je t'ai dit, on a une mesure qu'on met en place demain, c'est celle-ci pour toi. Merci Pierre. Grégoire. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que ça montre l'amateurisme du sport français. Moi, ma mesure, ça serait la baisse de la taxation à 20% maximum sur les salaires. Et là, on retrouverait de l'air et il y aurait plus de joueurs qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, c'est taxé à combien? En Angleterre, on est à 40 et en France, on est à peu près à 50. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs de foot, c'est des businessmen. Qui jouent à Dunkerque ou à Chelsea, ils iront là où il y a le plus d'argent. Ouais. Et c'est vrai qu'avec la taxation, on est en concurrence avec d'autres pays qui taxent moins. Et en plus, ça nous fait une balle dans le pied, comme si on n'avait pas on n'a pas besoin de ça réellement. On a déjà tellement de problèmes à régler. Donc ça, c'est un frein au recrutement de talent. Voilà. Donc, Monsieur Macron, s'il vous plaît, baissez les taxes. Merci. Le message est passé. Sophie, last but not least, on a envie d'entendre une femme. Qu'est-ce que tu mettrais en place, la mesure qu'on met en place demain pour justement faire évoluer ce modèle économique? Je vais me concentrer sur le sport féminin, si vous voulez bien. Ton expertise, bien évidemment. Moi, ce que je ferais, c'est que je créerais un fonds d'investissement mixte public-privé avec des institutionnels, des grandes entreprises qui se donneraient comme ambition de changer la donne, de placer le sport féminin à sa vraie place dans le paysage sportif, médiatique, économique et sociétal français. Je pense qu'il y a beaucoup d'impacts positifs à aller chercher dans une transformation profonde du sport féminin et de sa mise en lumière. Et je pense que ça peut complètement être dans le rôle d'un fonds d'investissement public-privé qui aurait une gouvernance indépendante et claire. Et puis on ne change pas les modèles sans capital. Donc je pense que ça commence par là. D'accord, très bien. Bon, écoutez, je prends vos 3 mesures, on les envoie, on écrit et on envoie du coup à qui de droit et au président Macron aussi. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup à tous les 3. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Le sport français, il est un carrefour. Il est riche évidemment de ses atouts. On a parlé de la formation, ce qu'on fait de manière locale. Et il est confronté à cette concurrence mondiale rapide qui nous freine dans le recrutement de ses talents. Nos échanges montrent qu'un nouveau modèle est donc à inventer, peut-être avec ces 3 nouvelles mesures pour commencer. Il ne s'agit pas de copier, mais évidemment d'imaginer une voie française ancrée et ambitieuse. Et du coup, le jeu se fera en dehors et sur le terrain. Merci encore, Sophie, Pierre et Grégoire, pour votre présence cet après-midi. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, bonne fin de salon BPI. Et si vous nous regardez, très belle journée.